Bonjour à tous et bienvenue à ce 4e jeudi du webinaire du projet Interreg Fer et Bâti C2, réalisé avec le soutien du Fonds européen de développement régional. Je suis Aurélie Régnier, chargée de projet au sein de l'Agence de développement d'urbanisme de la Sambre et je représente aujourd'hui tous les partenaires des projets. Le webinaire du jour portera sur le monitoring, isolation promise versus isolation effective. Le projet Fer et le projet Bâti C2 se sont associés à plusieurs projets européens. Excusez-moi, petit problème technique. Donc, comme je le disais, le projet Fer et le projet Bâti C2 se sont associés avec plusieurs projets européens, comme Compétences sans frontières ou encore Objectif Bluestone, pour l'organisation conjointe de certains webinaires, dont voici la programmation. Ces webinaires invitent autant les professionnels que le grand public à voir et écouter plusieurs intervenants belges et français et à interagir avec eux via un chat de questions-réponses. Pour cela, vous trouverez sur votre écran en haut à droite un rectangle avec un point d'interrogation pour pouvoir poser vos questions. 3 solutions vous sont donc possibles. Notre collègue Marie en backstage pourra vous répondre en privé ou décidera de vous répondre, de faire son public, de publier votre question en public pour en faire profiter tout le monde. Certaines questions seront sélectionnées afin de les poser aux intervenants en fin de présentation. Il vous est possible donc de rester anonyme sur les questions ou d'inscrire votre prénom et votre nom. Nous vous demandons également, par rapport à ces questions, d'identifier l'intervenant à laquelle celle-ci s'adresse. Nous vous remercions. Avant de vous présenter donc les intervenants du jour, quelques mots sur les 2 projets Fer et Bâti C2. Le projet Fer, c'est un partenariat franco-belge regroupant Espace Environnement, le cluster éco-construction et également le Forum pour le versant belge, l'Agence de développement d'urbanisme de la Sambre, l'APES et le Compagnon des Tours de France pour le versant français. Ils œuvrent depuis 2016 à former, accompagner et inspirer tout professionnel, futur professionnel, mais également les porteurs de projets publics ou privés aux multiples enjeux d'une rénovation plus économe en énergie, tout en respectant la qualité environnementale du bâti, patrimonial également, la santé des professionnels du bâtiment et de leurs occupants. Le projet Bâti C2, quant à lui, est un projet porté aussi par des opérateurs wallons français, mais aussi flamands, à savoir le cluster éco-construction, Envirobat Grand Est, Arcade, Lignebois ASBL, Base Bowen, le bureau économique de la province de Namur, le CD2E et également la CCI des Ardennes. Ce projet a pour objectif de stimuler la construction biosourcée à travers le développement des circuits courts. Plusieurs actions sont mises en œuvre. Pour cela, le développement de l'offre et la diversification des petites et moyennes entreprises tout en structurant la filière écomatériaux de façon transfrontalière. Le développement et la demande envers ces matériaux en levant les freins au développement des circuits courts et également favoriser l'adéquation entre l'offre et la demande en écomatériaux. Nous allons maintenant je vais vous présenter nos intervenants du jour et vous présenter Monsieur Elorne Biteau. Bonjour Monsieur Biteau. Bonjour à vous. Vous êtes donc étudiant doctorant en première année de thèse CIRF, qui est un contrat avec un laboratoire de recherche et ici avec le CD2E. Vous travaillez donc sur un projet de développement d'une méthode de caractérisation thermique in situ des matériaux de construction. Une partie donc de votre mission est consacrée à la synthèse et l'analyse des données récupérées sur le bâtiment démonstrateur du projet Réa Futur 1. Pour cela, vous en faites un retour d'expérience. Vous vous appuyez aussi sur l'instrumentation du bâtiment pour réaliser des essais in situ afin de déterminer les caractéristiques thermiques des matériaux utilisés. Dites-nous tout, nous vous écoutons. Alors, est-ce qu'on voit bien ma présentation? Oui. Très bien. On le voit.
Alors, du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter donc un retour d'expérience sur le bâtiment Réa Futur. Alors, Réa Futur, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui est une déclinaison régionale d'un projet européen, CAPEM, qui était destiné à promouvoir l'utilisation des écomatériaux donc, dans la construction. Et l'objectif du projet, qui était donc une habitation de type maison d'ingénieur des mines, on l'a transformé en un bâtiment de bureau et l'objectif c'était d'atteindre une performance énergétique proche de l'objectif Enerfit. Donc je vous ai mis sur la droite l'équivalent. Donc en neuf on a le Passive House et donc en rénovation pour le bâti ancien on a le label Enerfit. Donc on s'en rapprochait avec des besoins de chaleur proches de 30 kWh par mètre carré par an. Donc ce projet-là a bénéficié d'une attention toute particulière sur l'étanchéité à l'air et un ensemble d'actions donc étaient réalisées pour réduire la facture environnementale, donc en nous concentrant sur des matériaux qui sont plutôt locaux et une réutilisation des matériaux qui étaient déjà sur place, par exemple le carrelage qui a été réutilisé. Il faut savoir que c'est un chantier un peu particulier puisqu'il a été réalisé donc avec une démarche de conception-réalisation avec un groupement d'entreprises. Et en plus de ça, vu que c'est un bâtiment qui est un bâtiment démonstrateur, il bénéficie de l'installation d'un ensemble de capteurs pour suivre les performances énergétiques et thermiques du bâtiment. Et c'est quelque chose qui a été fait en collaboration avec le laboratoire de génie civil et de géo-environnement de l'Université d'Artois, dont je fais partie. Donc pour la présentation un petit peu plus particulière du bâtiment, donc c'est, comme je le disais, un bâtiment d'habitation qui a été construit entre 1920 et 1930, qui à l'origine faisait donc 395 mètres carrés et qui était donc chauffé au charbon au départ, puis au fioul, et qui en 2012 a donc été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et fait partie des 109 sites inscrits à ce moment-là. En 2015, il a donc bénéficié de ces travaux de rénovation qui en a changé son usage et c'est devenu un bâtiment tertiaire recevant du public et un bâtiment de bureau. Et après rénovation, vu qu'on y a ajouté beaucoup d'isolants, il ne faisait plus que 317 mètres carrés. Et donc, comme je le disais, de nombreux matériaux biosourcés qui ont été utilisés, 80 capteurs au total installés. Donc c'est la première fois qu'il y a un tel nombre de capteurs qui ont été installés sur un même projet. Et le chauffage n'est plus avec une cuve de fioul, mais avec une VMC double flux couplée à une chaudière gaz de 25 kW, ce qui correspond à peu près aux besoins en chauffage d'une maison de 150 mètres carrés. Donc chaque paroi, enfin chaque façade a été isolée avec des matériaux différents, donc un par façade, avec le choix de mettre des isolants plutôt denses du côté sud-est et sud-ouest pour favoriser le déphasage thermique en été, donc assurer un meilleur confort en été, et des laines un peu plus aériennes, on va dire, sur les parois au nord, et donc avec des matériaux issus de filières locales, à l'exception du liège qui lui vient du Portugal, et avec un isolant textile au sol qui est le métis et qui est fabriqué en région localement et pas très loin des locaux de Réa Futur. Donc il faut savoir que sur l'ensemble du bâtiment, comme on est passé de 395 mètres carrés à 317 mètres carrés, ça s'explique par une épaisseur d'isolant qui est très importante, puisqu'on a entre 30 et 36 cm d'isolant sur tout le pourtour du bâtiment. Donc toujours ces matériaux-là ont toujours été installés dans un souci de réduire la facture énergétique du chantier. Donc concernant l'instrumentation, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc sur chaque façade, on a ce type d'instrumentation-là. Donc on a 4 capteurs de température par paroi. On en a un du côté intérieur, un à l'interface entre l'isolant et entre l'isolant et la brique, un à l'extérieur, pareil pour les capteurs d'humidité, un à l'intérieur, un à l'interface et un à l'extérieur.
et des mesures d'énergie transmise, donc des flux-mètres thermiques, pour mesurer l'énergie qui a été perdue ou au contraire gagnée par l'ensoleillement. Pour assurer aussi le suivi du renouvellement d'air, on a des capteurs de CO2 installés dans 4 pièces du bâtiment et des capteurs de vitesse d'air aux 4 bouches en fait de la VMC double flux. Et pour faire un parallèle entre ces mesures de température là et le confort et aussi les consommations, on a donc des capteurs de consommation, des relevés de consommation électrique et des relevés de consommation de gaz. Donc concernant les résultats qu'on a obtenus, généralement on parle de résistance thermique des matériaux. Dans mon cas, j'ai plus l'habitude de parler en conductivité thermique des matériaux. Donc c'est la relation qui est la suivante, qui est une relation entre l'épaisseur et la conductivité thermique des matériaux. Et cette conductivité thermique, eh bien, elle va énormément impacter sur le flux thermique du matériau, le flux thermique, pardon. Donc il faut bien comprendre que plus la conductivité thermique sera importante et plus le flux thermique sera important, et donc les déperditions thermiques des matériaux, des murs seront importantes. Donc comme on peut le voir sur le tableau que je fais apparaître à l'écran, il y a des écarts relativement importants entre les conductivités qui sont attendues, calculées par les constructeurs, et les conductivités effectives, celles que l'on retrouve donc in situ. Comme vous pouvez le constater, c'est une fourchette qu'on a, puisque les conductivités changent tout au long de l'année selon les conditions climatiques qu'il y a. Et la dernière ligne montre un comparatif entre donc ces isolants biosourcés, mais également une laine de verre qui a été installée sur un deuxième projet, qui est le projet ReaFuture 2, puisque comme on avait différents matériaux biosourcés, c'était assez compliqué de faire un comparatif du fait de leurs orientations différentes. Donc on a un deuxième projet qui est toujours en cours, qui est le projet ReaFuture 2, où là on va comparer des laines minérales classiques, donc comme la laine de verre, avec des matériaux biosourcés. Et comme vous pouvez le voir, la laine de verre elle est tout aussi impactée que les autres matériaux, donc avec des écarts qui sont relativement importants. Donc pour ce dernier matériau, c'est un essai qui a été fait in situ peu de temps après la fin des travaux, donc le bâtiment n'a pas encore eu le temps de vivre, il n'y a pas encore eu autant d'impact que sur une durée de vie de 10 ans par exemple de laine de verre. Donc comment on peut expliquer ces différences-là? C'est bien simple. La première, c'est l'humidité qu'il y a dans les matériaux, puisqu'il y a des essais en laboratoire qui ont été faits et qui ont démontré qu'il y avait une très forte corrélation entre l'humidité qu'il y avait dans les matériaux et la conductivité thermique qui, du coup, de fait, était plus importante. Pour appuyer mes propos, je vais prendre l'exemple de l'essai qui a été fait sur la laine de verre, où on avait en volume propre, on va dire, seulement 3% d'eau dans le matériau, et vous pouvez le voir, la conductivité thermique était 2 fois plus importante que ce à quoi on aurait dû s'attendre. Donc la deuxième chose qui peut aussi impacter sur ces conductivités thermiques, c'est la mise en œuvre, puisque les matériaux peuvent être plus ou moins bien installés, plus ou moins bien posés, et surtout avec le temps, les matériaux vont avoir tendance à se tasser, et du fait de leur poids, ils vont être plus conducteurs, puisque ce qui fait office d'isolant au final, dans les laines minérales par exemple, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'air à l'intérieur, c'est très aérien. Or là, quand il vient se tasser, on perd cette capacité-là à du coup isoler vraiment. Donc la relation qu'il y a, c'est qu'il y a plus il y a d'humidité dans le matériau, plus la conductivité sera élevée, plus la conductivité sera élevée, plus il y aura de consommation, et du coup l'impact sur la facture se fera ressentir très très vite. Donc quel impact ça va avoir en tout cas sur le bâtiment qui est le bâtiment ReaFuture? Comme vous pouvez le voir, on avait un objectif de 30 kWh par mètre carré par an.
on est à 39 kWh par mètre carré par an. C'est un écart qui est relativement faible, mais qui peut être expliqué par deux facteurs principaux. Le premier, c'est une occupation du bâtiment qui est plus faible que celle qui avait été prévue pendant l'étude thermique. On avait prévu une cinquantaine de personnes, ponctuellement bien sûr, mais en tout cas une occupation plus importante. Et donc du coup, moins de personnes dans le bâtiment, ça veut dire moins d'apport interne, et du coup ça veut dire plus de chauffage pour compenser. Mais ça, c'est la principale cause. Et la suivante, c'est forcément les conductivités thermiques qui, comme je le montrais précédemment, sont plus importantes que ce à quoi on devrait s'attendre. Voilà pour moi. Donc merci pour votre attention et place aux questions. Merci beaucoup, Monsieur Biteau, pour votre présentation et pour ces images aussi, parce que c'est vrai que quand on voit le bâtiment avant, après, on ne se rend pas forcément compte, mais tout le travail à l'intérieur est assez intéressant et le travail sur les différents isolants voilà, si on a un projet REAFutur 2, c'est pas pour rien, c'est qu'on continue en tout cas à ce niveau. Merci beaucoup en tout cas. Alors j'ai une question là d'un participant. Donc oui. Au-delà des consommations, quels sont les retours sur le confort du bâtiment? Oui, très bonne question par rapport au confort des occupants. Alors en hiver, on a un excellent confort. L'objectif d'isolation qui est très importante a été atteint. En revanche, le fait qu'on ait un bâtiment qui soit classé patrimoine mondial de l'UNESCO, on ne peut pas intervenir sur l'extérieur. Oui. Du coup, les jours d'ensoleillement, comme on n'a pas de masque, là par contre, on peut atteindre un inconfort du fait d'une trop forte chaleur. Mais ça peut être modifié en mettant des rideaux, par exemple. Ce qui n'a pas été fait. Mais en tout cas, en hiver, les retours sont plutôt bons et on a un excellent confort à l'intérieur, principalement en hiver, avec des surchauffes qui sont très très ponctuelles et qui sont dans le cadre du raisonnable, avec comme le PHPP, qui est donc l'outil qui a été utilisé, le prévoyait, on a un peu moins de 10% de surchauffe en été. D'accord. Et on parlait effectivement des différents capteurs, oui. Mais est-ce qu'on capte aussi les comportements dans le projet, Les comportements thermiques ou les comportements des occupants? Les deux. Les deux. Alors, le comportement des occupants, bien sûr, grâce au capteur de CO2 qu'il y a. Le CO2, c'est un très bon indicateur de l'occupation. Mais c'est aussi un très bon moyen pour connaître le renouvellement d'air, si le renouvellement d'air est suffisant ou pas. Et le confort des pour ce qui concerne les matériaux, par contre, du fait des capteurs qu'on a, on peut suivre en temps réel. On a même un petit écran qui nous permet de voir en temps réel les différentes températures au sein des matériaux. On a un suivi qui est assuré tant au niveau du confort que des caractéristiques thermiques des matériaux et de leur comportement thermique. D'accord. Vous parliez justement de l'air qui est renouvelé. Justement, oui. Quels soins a été apporté justement à tout ce qui était étanchéité à l'air? Alors il y a un de très gros travaux qui ont été faits à ce niveau-là. Alors je connais pas exactement tous les moyens qui ont été utilisés, mais en tout cas tous les matériaux qui ont été utilisés sont performants, et c'est un des points les plus importants qui a été visé, c'est vraiment l'étanchéité à l'air pour éviter donc les déperditions au maximum, surtout vu qu'on a une VMC double flux, c'est le plus important en tout cas, cette maîtrise des déperditions d'air, des fuites d'air.
D'accord, pas de souci. Merci beaucoup, Monsieur Bito. Il y a plein de questions là qui arrivent. Il y en a plein. Malheureusement, on va passer à l'intervenant suivant si vous le voulez bien. Pour les participants, pas d'inquiétude, hein, vos questions restent avec nous et on pourra les envoyer aux 3 intervenants ou vous pourrez les reposer vous en direct via mail. Donc, on vous explique tout ça en fin de présentation. Merci beaucoup, Monsieur Bito. Nous allons maintenant accueillir Monsieur Clément Castel. Bonjour, Monsieur Castel. Vous nous entendez? Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Super. Monsieur Castel, vous êtes ingénieur énergéticien, donc vous êtes issu d'une formation, votre formation initiale en tout cas est dans la construction bois. Vous êtes associé au sein du bureau d'études Énergélio. Vous travaillez donc depuis plus de 11 ans sur tout type de projet passif, que ce soit des maisons, des bâtiments collectifs ou encore des écoles. Vous avez toujours à cœur d'emmener tous vos projets vers l'excellence énergétique, le standard passif, mais également sur la performance environnementale en faisant la promotion de la construction bas carbone. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'un projet de rénovation sur votre habitation. Vous venez témoigner de votre expérience personnelle, puisque vous avez en grande partie auto-rénové, j'ai envie de dire, une maison qui vous appartient, en standard Enerfit, si je n'écorche pas la chose, donc par des éléments en matériaux biosourcés, et vous mettez donc du coup en pratique tous vos concepts passifs. Dites-nous tout. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Alors, je vais lancer la présentation. Est-ce que c'est bon? Ah non, attendez, on va attendre un petit peu, ça va arriver. Donc, un petit partage de votre écran. Donc là, vous êtes en grand. On vous voit, vous. On ne voit pas encore votre présentation. Alors... Est-ce que c'est bon? Je pense que c'est OK. Voilà, c'est bon. On vous laisse la parole. Merci. Alors en fait, oui, on va vous parler d'un cas de rénovation concret que je connais bien, pour le coup. Alors l'idée, c'est d'aborder plusieurs sujets sur la base de ce projet très concret. C'est, dans un premier temps, parler de l'objectif qu'on a visé sur une rénovation qui est vraiment, pour le coup, une rénovation complète et lourde. Aussi, comment bien calculer les futures économies d'énergie du bâtiment et notamment à quels outils. Comment faire en sorte que le bâtiment, finalement, tienne ses promesses par rapport à la conception. Ça, c'est un sujet qui est extrêmement important et prégnant dans le cadre de rénovation lourde. Et puis, dans le cadre de cette présentation, on va rentrer un peu plus dans la technique. Donc, ce qu'on a fait sur le chantier, sur la partie enveloppe et sur la partie équipement technique. Et puis, à la fin de la présentation, je vous ferai un petit retour d'expérience sur les consommations réelles, puisqu'on parle de monitoring dans le cadre de ce webinaire, donc voir un petit peu sur la première année d'exploitation, quelles étaient les consommations. Et puis, un petit retour aussi sur les températures en hiver et en été. Alors, juste pour recontextualiser, donc ce projet, on l'a mené avec le bureau d'études Énergélio dans lequel je suis associé. Alors, en fait, dans ce bureau d'études-là, on a une casquette qui est très spéciale puisqu'on est spécialiste des bâtiments passifs et on a à cœur de décliner le standard passif sur beaucoup de types de bâtiments, donc aussi bien sur des bâtiments d'habitation, mais aussi sur des bureaux, des écoles, des maisons de retraite, etc. Et donc, l'idée, c'était de dire, voilà, là, c'est un projet un petit peu pilote de comment rénover une maison, on va dire un peu dans son jus, à un standard de performance énergétique très, très poussé. Alors, voilà la bête. Donc, c'est une maison des années 60 qui est située sur la côte d'Opale, donc avec une architecture un petit peu typique de l'époque, hein, avec tuiles rouges et puis un enduit qui est assez présent finalement dans le tissu local, avec un enduit en ciment, donc qui pose des problématiques, hein, clairement, pour l'isolation par l'intérieur sur ce genre de bâti, puisqu'un enduit ciment qui est extrêmement fermé à la diffusion de vapeur, et qui va potentiellement poser des problèmes de pathologie si on fait une isolation par l'intérieur qui est mal maîtrisée. Donc là, on le voit sur la photo, finalement, c'est un projet avec la façade qui est fatiguée, avec des fenêtres qui sont à remplacer, et qui, pour le coup, se prête très bien à une rénovation lourde, puisque dans tous les cas, il aurait fallu rafraîchir la façade et changer les fenêtres. Donc c'est un peu un projet, un cas d'école qui est très intéressant. Alors,
En ce qui concerne la maison, donc années 60 à peu près, donc c'est vraiment une maison en massif, c'est-à-dire maison construite en parpaing avec enduit ciment, des planchers béton, donc une maison extrêmement lourde, même avec le dernier plancher haut en béton. Maison qui est très très peu isolée, en majorité aussi simple vitrage. Alors, ça s'explique par le fait que voilà, la date à laquelle elle était construite, il n'y avait pas forcément de possibilité de mettre des systèmes d'isolation performants. Et par ailleurs, c'était une maison qui était utilisée en résidence secondaire. Donc, finalement, les enjeux d'isolation étaient beaucoup moins importants puisque c'était des personnes qui venaient plutôt en été. Donc, par rapport aux consommations de chauffage, ce n'était pas forcément la préoccupation du précédent propriétaire. Et donc, comme je disais, les façades fatiguées, donc à refaire. Et donc, l'idée, c'était de se dire, quitte à refaire, autant refaire de manière très performante sur ce genre de bâti qui s'y prête très, très bien. Alors, on a fait un calcul de l'état existant. On a supposé que si la maison avait été chauffée toute l'année à 20 degrés, elle aurait consommé une quantité d'énergie juste pour le chauffage extrêmement importante, de l'ordre un besoin de chauffage de l'ordre de 330 kWh par mètre carré par an. Donc ça, c'est théorique, puisque ce n'était pas le cas dans la mesure où cette maison était peu utilisée et plutôt en été. Mais s'il avait été occupé toute l'année et chauffé partout à 20 degrés, on serait sur une valeur de 330 kWh par mètre carré par an, ce qui est très très important. Donc un bilan énergétique qui est excessivement mauvais. De surcroît, on était chauffé avec des systèmes électriques, donc je vous laisse imaginer l'étiquette DPE qui était relativement catastrophique. Donc un projet qui se prête bien pour la rénovation complète par l'extérieur, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, l'idée, c'est de se dire, bon, on va faire une rénovation énergétique, mais quel objectif on va se fixer? Ça, c'est le premier postulat de départ qui est très important. Et dans la décision, on s'est dit, l'objectif EnerFit par élément, c'est un objectif qui se prête très très bien à ce type de rénovation, puisque l'idée, c'est de se dire, dès qu'on va toucher un élément, il faut le faire avec un niveau passif. C'est-à-dire que on aura par exemple pour les parois opaques, donc les murs, la toiture, etc., une valeur d'isolation, une valeur de U à atteindre inférieure à 0,15, qui correspond en fait au standard du passif en neuf, et ce qui permet justement d'optimiser au maximum le gisement énergétique des parois isolées. Pareil pour les fenêtres. Donc pour les fenêtres, ça peut paraître un peu surprenant en rénovation, mais pour pouvoir atteindre une performance énergétique très élevée, ici, on est passé sur du triple vitrage, donc avec un UW inférieur à 0,85, donc ce qui correspond là pour le coup sur le projet à des menuiseries triple vitrage en bois aluminium. Obligatoirement, donc dans la démarche, l'idée c'est de récupérer un maximum de chaleur sur le système de ventilation. Donc un système de ventilation double flux à récupération de chaleur est demandé par le label et a toute sa pertinence dans le cadre d'une rénovation avec des valeurs de U qui sont très élevées. Et bien évidemment, en lien avec un système de ventilation récupération de chaleur, le besoin d'atteindre une excellente étanchéité à l'air. Donc là, qui est un petit cran au-dessus en fait qu'un bâtiment passif neuf, mais qui est extrêmement ambitieux aussi, puisque on est sur une étanchéité inférieure à 1 volumeur, ce qui correspond à peu près à un facteur 3 par rapport à un bâtiment, on va dire une maison RT 2012, donc ce qui reste très très finalement très très ambitieux. Et des consommations totales qu'il ne faut pas dépasser. Donc en fait, sur le PHPP, dans la méthode de calcul EnerFit, on va prendre en compte l'ensemble des consommations de la maison et ne pas dépasser un certain niveau de consommation, donc au global, à la différence des moteurs de calcul réglementaires qui ne prennent en compte qu'une certaine partie du périmètre des consommations de la maison. Alors, la question qu'il faut se poser aussi, c'est donc la méthode de calcul qui va être utilisée. Donc nous, et Laure en a parlé juste avant dans le cadre de Réa Futur, mais nous, on est exactement dans la même démarche, c'est-à-dire qu'on va utiliser un outil de calcul qui tient ses promesses. Alors je m'explique, un outil de calcul qui permette de coller à la réalité des futures consommations du bâtiment. Et cet outil en fait qu'on utilise et que nous on utilise au quotidien, c'est le PHPP, donc c'est le Passive House Planning Package,
qui est un outil en fait qui est adapté pour concevoir des bâtiments passifs, mais pas que en fait. Il est aussi très adapté pour calculer des consommations d'énergie sur les bâtiments existants et aussi en rénovation. Il a la particularité d'être extrêmement précis sur le comportement réel en fait des bâtiments. Et aussi, c'est un outil qui est accessible et beaucoup plus transparent que les outils réglementaires. Donc, dans une logique en fait de démarche de rénovation performante, nous on prône l'utilisation d'outils qui permettent d'avoir en fait une vision de ce que va être la réalité de la future consommation des bâtiments, contrairement à des approches réglementaires qui, dans tous les cas, sont très souvent trop optimistes en fait. Donc nous, on l'utilise vraiment comme un outil de conception et comme un fil rouge à suivre. Alors, ce qui est intéressant de voir sur notre projet, c'est qu'on a pu diminuer le besoin de chaleur de chauffage à hypothèse constante d'à peu près un facteur 10, puisqu'on arrive à la fin du projet à un besoin de chauffage de 33 kWh par mètre carré par an, pardon, à comparer aux 330 qui étaient initialement, toute hypothèse étant égale par ailleurs. Alors, il y a un élément qui est vraiment important aussi, pour pouvoir mener une rénovation globale de qualité à forte performance énergétique, c'est bien s'entourer. Donc nous, on a eu la chance donc de travailler avec une entreprise qui est certifiée artisan maison passive et qui avait une sensibilité très importante sur la notion de qualité de mise en œuvre de l'isolation, de qualité de raccord et des notions d'interface entre les fenêtres et puis l'isolation extérieure. Ça, c'est vraiment quelque chose de majeur quand on rénove une façade au global. Et aussi des notions sur l'étanchéité à l'air en fait, du bâtiment. Donc, je veux dire, l'important pour bien commencer un projet, c'est bien s'entourer. Donc, c'est de travailler avec des entreprises qualifiées et qui soient consciencieuses, bien sûr, mais c'est aussi se rapprocher d'une maîtrise d'œuvre qui soit chevronnée et sensible sur la performance énergétique. Et je dirais même que tout part de là pour pouvoir mener un chantier à bien. Alors, je vous propose en fait qu'on fasse une petite rétrospective du chantier pour rentrer un peu dans la technique, pour apporter un petit peu de concret en fait à ce qu'on se dit là. Donc en fait, c'est une rénovation par l'extérieur au global. Il a fallu faire un certain nombre de préparations de chantier pour pouvoir réaliser l'isolation par l'extérieur, comme par exemple couper les appuis. Et puis, dans un cadre d'isolation effective et performante, il faut limiter les ponts thermiques. Et quand on fait une isolation par l'extérieur, c'est important de faire une bonne continuité entre ce qui se passe dans le sol et ce qui va se passer au niveau de l'isolation du mur. Donc là, sur le projet, on a creusé en fait jusqu'à la fondation de la maison pour pouvoir faire une sorte de bouclier thermique en partie basse, pour pouvoir finalement faire ce qu'on appelle une isolation périmétrique, avant de démarrer l'isolation par l'extérieur, pour pouvoir traiter vraiment l'interface entre ce qui se passe au niveau du sol et l'ITE. Donc voilà un petit peu la préparation de chantier. Donc on a travaillé exclusivement avec des matériaux biosourcés, donc ici de la fibre de bois avec un enduit à la chaux. On a travaillé avec la société Matériaux Naturels des Flandres, qui est une société franco-belge, qui s'intègre bien dans un projet comme le projet FER. Donc notre objectif, c'était d'avoir une rénovation qui soit aussi attentive aux matériaux utilisés. Donc on voulait vraiment travailler avec un maximum avec des matériaux biosourcés, ce qui est un petit peu plus compliqué quand on est en isolation périmétrique, donc isolant sur la partie enterrée, où là on n'a pas beaucoup de choix sur les matériaux. Une particularité en fait de préparation de chantier pour le traitement de l'étanchéité à l'air. Donc en fait on a réparé l'enduit extérieur béton, puisqu'en fait c'est cet enduit qui va nous servir de plan d'étanchéité à l'air sur lequel on va raccorder les fenêtres pour pouvoir avoir vraiment une peau continue et atteindre notre objectif des 1 volumeur. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des réparations qui sont faites là sur la photo. Et ensuite, gros avantage de la rénovation par l'extérieur, c'est qu'on va venir appliquer les fenêtres directement depuis l'échafaudage sans devoir enlever les fenêtres à l'intérieur. Donc c'était ce qui est très intéressant puisque on a pu réaliser ce chantier en milieu occupé. On habitait dans la maison. Donc vous pouvez changer vos fenêtres et faire une rénovation performante sans forcément avoir un chantier ouvert aux 4 vents. Donc ça, c'était aussi le côté intéressant. Voilà pour la suite. Donc isolation en 240 mm de fibre de bois, donc avec des détails soignés au niveau des fenêtres et des raccords avec l'isolation. Voilà
le chantier en cours de pause, avec des suggestions à bien prévoir, à bien anticiper, au niveau notamment des raccords entre la toiture, qui est finalement un peu trop courte, puisqu'il n'a pas d'isolant extérieur, et puis donc du coup le mur. Donc il a fallu en fait finalement étendre la toiture. Là on peut le voir sur la partie de la petite extension. Donc des détails à bien travailler finalement en amont avec votre maître d'œuvre. Pour ce qui concerne en fait l'isolation des combles, on a travaillé avec une isolation horizontale, encore une fois avec un matériau biosourcé, donc qui présente l'avantage d'avoir de bonnes caractéristiques thermiques, d'avoir un faible impact environnemental. Donc là, c'est un isolant qui n'est pas très connu, mais qui je trouve très intéressant, qui s'appelle le thermojute. Et en fait, c'est des sacs de jute donc, qui servent à transporter le café et le cacao, qui arrivant en fin de vie, en fait, sont broyés et transformés en isolant. Donc c'est facile à poser, ça gratte pas, ça sent bon. Voilà, c'est vraiment. Et je pense que la dégradation du lambda, pour faire un petit lien avec la plantation des lornes, est certainement moins importante que sur des laines de verre qui sont pour le coup moins denses. Test d'étanchéité à l'air, bien entendu au niveau du clos couvert pour pouvoir atteindre l'objectif d'étanchéité à l'air fixé, qui est vraiment un objectif très important dans le cas de l'Enerfit par élément. Réalisation de l'enduit à la chaux, qui permet de retrouver un aspect esthétique intéressant sur la maison. Et donc avec tout ça, donc, quand on a travaillé l'enveloppe, il faut maintenant travailler la technique. Donc ici, en fait, dans le cadre de la rénovation, le parti pris, c'était de dire de partir sur un système compact, donc, qui est un système qui permet de tout faire, c'est-à-dire qui fait la ventilation double flux. Donc on voit ici le gros échangeur, donc le losange ici, c'est l'échangeur thermique, qui fait donc également le chauffage, la préparation de l'eau chaude sanitaire, et qui permet en fait dans un espace finalement assez réduit, de la taille d'un frigo finalement, de combiner toutes ces fonctions. Alors c'est intéressant en rénovation puisque ça consomme pas beaucoup de place par rapport à des systèmes éclatés un peu plus traditionnels. Donc ça, c'est un produit qui est distribué par le fabricant Geco qui est situé à Strasbourg, qui nous a accompagnés également pour la mise en œuvre technique de ce genre de produits qui sont plutôt innovants et qui sont plutôt finalement dédiés vraiment aux bâtiments très performants, type maison passive, etc. Alors, qui dit rénovation avec ventilation double flux dit tuyau. Donc, création de faux plafonds qu'il faut pouvoir anticiper. Et donc, du coup, là, on a travaillé avec des tubes en polyéthylène qualité alimentaire, antistatique, pour pouvoir minimiser les hauteurs de faux plafonds dans l'ensemble des pièces. Donc là, plutôt des faux plafonds en pièces humides, donc la future salle de bain. Et puis, création de placards techniques pour pouvoir passer en fait l'ensemble des équipements techniques nécessaires, donc les caissons de distribution, tout ce qui est atténuateur également acoustique pour garantir une parfaite acoustique de la ventilation double flux. L'acoustique étant un enjeu majeur sur l'installation de ventilation double flux dans le cadre de rénovation. Voilà. Oui. Excusez-moi, Monsieur Castel, je vais un peu maître du temps, donc je vais être. Vous étiez à la fin. Je me dépêche. Donc voilà le projet rénové. Et juste pour faire un petit retour sur les consommations, on est très content puisque donc, ce que prédisait le PHPP, on était un petit peu au-dessus de 104 kWh par mètre carré par an, donc ce qui correspond à peu près 5200 kWh au compteur, ce qu'on a acheté finalement à Enercop. Et donc du coup, pour faire le lien par rapport à ce qu'on disait, le calcul en fait tient ses promesses et est même plus conservateur que ce qu'on a pu relever, même sans la voiture électrique là, qui présentait à peu près 14 kWh par mètre carré par an. Voilà. Et en termes de retour sur les températures, très rapidement, en été, avec l'inertie de la maison, on était extrêmement confortable avec une température aux alentours de 24,5 quand il faisait 35 dehors. Et en hiver, quand il faisait 5 degrés dehors, on était à plus de 20 degrés. Donc vraiment un retour d'expérience sur les températures extrêmement confortable. Voilà, du confort, on est bon, quoi. On est bon. Justement, ça répond à certaines questions, car les questions n'arrêtent pas, ça n'arrête pas. On en a sélectionné quand même, donc on est un petit peu en retard, donc on a quand même, je vais quand même sélectionner 2 questions à vous poser. La première, c'est est-ce qu'on peut avoir une idée du coût au mètre carré de la rénovation énergétique seule, mais sans les aménagements intérieurs?
Alors, c'est un petit peu difficile parce que nous, en fait, on a fait un budget au global. Alors, le budget au global, je peux vous en parler. Alors, on a fait pas mal d'auto-construction puisque Oui, toute c'est la ce qu'on me partie disait, oui. intérieure, c'est nous qui l'avons Mhm. réalisé. Globalement, on était à peu près sur un ratio de 1000 euros du mètre carré TTC. Donc là, c'était une maison qui fait 130 mètres carrés. Donc, pour une rénovation vraiment globale hein, de fond en comble, sur laquelle, pour le coup, pour la partie intérieure, on avait moins de main-d'œuvre puisqu'on a mis beaucoup la main à la pâte. Mais D'accord. l'ordre de grandeur, c'est à peu près ça. Ok, d'accord. Et autre question de François, quel est le type d'isolation enterrée qui a été retenu? Alors, on est parti sur une isolation, donc c'est un polystyrène graphité. Pour le coup, on n'a pas réussi à trouver un matériau écologique avec une performance équivalente. Donc, c'est un produit qui s'appelle Periboard de chez Knauf. Donc, qui permet, en fait, on le voit sur la photo, d'avoir une face extérieure qui est un parement bois cimenté, qui permet d'être peint. Donc là, il a été peint en couleur ardoise en partie basse. Donc, c'est un produit qui, pour le coup, est pas mal adapté au traitement des sous-bassements. D'accord. Je suis désolée, hein, monsieur Cassel, il y a énormément de questions vous concernant, mais une qui vient de m'arriver et que je trouve vraiment très intéressante. Et si c'était à refaire? Alors, si c'était à refaire, je pense qu'on testerait peut-être d'autres systèmes techniques, peut-être avec des systèmes de pompe à chaleur géothermique, enfin des choses sur lesquelles on peut s'amuser un peu plus. Globalement, à refaire, on referait forcément avec des matériaux écologiques parce que c'était vraiment une découverte personnelle et on a été vraiment enchanté par on va dire la qualité des matériaux et puis Les finalement le résultats, retour évidemment. d'expérience Voilà, c'est ça. qu'on a, voilà, le confort thermique d'été, d'hiver. Donc on referait la même chose sur les choix d'enveloppe. Mais si c'était à refaire, je pense qu'on aimerait bien peut-être faire des caissons avec un remplissage paille pour la prochaine. D'accord. Bon, eh bien, rendez-vous dans quelques années alors C'est ça. pour cette nouvelle présentation. Merci beaucoup, Monsieur Castel. Je suis Merci à désolée, vous. mais voilà, on va passer à notre troisième intervenant que je suis heureuse d'accueillir. Bonjour, Monsieur France. Vous nous entendez? Oui, bonjour Aurélie. Bonjour, Maxence. Tout va bien? Oui, ça va. Donc, Monsieur France, vous êtes spécialisé en efficacité énergétique du bâtiment. Vous avez gagné en expérience concernant la conception, réalisation à forte ambition énergétique, aussi bien en neuf qu'en rénovation, au sein de différents bureaux d'études de la région Hauts-de-France. Donc, fort de votre expérience, vous assurez le développement, enfin voilà, vous avez assuré, je pense que vous le faites encore, le développement et l'animation d'un parcours de formation en rénovation énergétique des bâtiments dans le cadre de formation pour adultes. Depuis 2018, vous accompagnez les collectivités et les acteurs de la rénovation dans leur éco-transition. Vous êtes notamment responsable du développement du projet Apogée, avec l'objectif de construire une offre de garantie de performance énergétique en rénovation de maisons individuelles. Nous sommes très contents de vous avoir aujourd'hui et de vous écouter, puisqu'il y a déjà beaucoup de questions sur le sujet. Donc voilà, on vous écoute. Merci à vous. Ben, merci à tous. Merci à Hélène et merci aussi à Clément pour vos présentations qui me font rebondir, tout simplement parce que nous, au CD2E, donc le CD2E, c'est une association qui est soutenue par la région Hauts-de-France et l'ADEME, et on accompagne les professionnels dans leur éco-transition, comme l'a dit Aurélie. Et il s'agit vraiment d'être vraiment à disposition du tissu économique des Hauts-de-France, à la fois sur le bâtiment durable, les énergies renouvelables et aussi l'économie circulaire. Moi, j'appartiens au pôle bâtiment durable et dans ce cadre, dans ce pôle, on travaille sur différents champs d'action et notamment la performance énergétique. Donc le projet Apogée, c'est un projet qui a pour objectif d'accompagner les professionnels pour développer des outils permettant la mise en place d'une garantie de performance énergétique expérimentale. Donc c'est un projet qui va durer 3 ans, qui a démarré en 2020 et qui se terminera en 2022. Et on travaille avec l'ensemble des acteurs de la rénovation. Le but étant de fiabiliser la rénovation globale et de donner une garantie
au client, au propriétaire occupant, de se dire ben, j'ai investi dans ma réno et au moins je sais qu'elle va donner le meilleur d'elle-même. Donc l'idée, c'est de travailler avec les professionnels, co-construire cette démarche pendant 3 ans. Et dans le cadre de cette expérimentation, on va accompagner une trentaine de projets, 30 maisons, où on va vérifier, consolider l'ensemble des outils qui permettront de déployer ensuite une offre de garantie de performance sur les territoires à l'issue disons, à partir de 2022-2023. On espère que tout sera fiabilisé. Donc l'idée du CD2E, c'est on se positionne comme facilitateur. On n'est pas là pour développer des outils d'ingénierie spécifiques. L'idée, c'est de reprendre l'ensemble du jeu d'acteurs qui existe et on a des gens qui sont très performants au niveau de la région Hauts-de-France, qui sont en capacité aujourd'hui de proposer des services de conseil, de maîtrise d'œuvre et de réaliser des travaux aujourd'hui très performants. L'idée, c'est de mettre entre guillemets, de l'huile dans la mécanique pour justement aller jusqu'à garantir le résultat. Donc nous, on va être là aussi pour travailler sur les outils juridiques, techniques, l'argumentaire, le management de la qualité et aussi sur l'aspect assurantiel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de freins sur ces questions et beaucoup d'entreprises se disent que ce serait intéressant d'y aller jusqu'à une garantie de résultat parce que je sais que j'ai le process pour garantir un résultat, mais n'empêche que j'ai pas mal de freins juridiques, j'ai pas mal de freins liés à l'assurance, et comment on fait? Donc nous, on se positionne, c'est des CD2E, pour faciliter ce travail et de mettre au point cette offre de garantie de résultat. Donc l'idée, c'est de mobiliser les acteurs du territoire, comme je vous le disais. On travaille sur l'ensemble des Hauts-de-France, via les collectivités. En parallèle, on travaille aussi avec les conseillers FR au niveau des guichets uniques de l'habitat pour détecter des projets éventuellement qui seraient intéressants. On travaille avec l'ensemble des AMO, des assistants à maître d'ouvrage, des auditeurs, mais aussi avec le service public de l'efficacité énergétique, les délégataires ANA et également les entreprises de rénovation pour ne pas les oublier et les maîtres d'œuvre. C'était important de préciser l'ensemble des acteurs puisque la garantie de performance, c'est vraiment elle sera réussie si et seulement si l'ensemble des acteurs se mobilisent. C'est vraiment un jeu d'acteurs, c'est pas une question de technique, c'est vraiment un jeu d'acteurs qu'il faut consolider et faciliter. Donc l'idée, c'est de démarrer on a été un peu perturbé dans le phasage de cette expérimentation avec la crise sanitaire, mais l'idée, c'est de lancer un appel à manifestation d'intérêt au 4e trimestre 2020, où on organiserait des groupes de travail conseillers, groupes de travail maître d'œuvre, groupes de travail entreprise de rénovation, pour co-construire la démarche. L'idée, c'est pas d'imposer des règles, c'est vraiment de définir ce qu'est la garantie pour les professionnels et de le faire ensemble. Bien sûr, nous, on apportera les briques juridiques, les briques assurantielles pour lever l'ensemble des freins. On va organiser des ateliers autour de cette thématique avec des points précis et parallèlement à ça, on organisera donc des clubs d'entreprise, un club d'entreprise avec 2 groupes de travail, groupe de travail maître d'œuvre, groupe de travail entreprise, justement où on réfléchira à consolider cette offre. Donc les partenariats, nous aujourd'hui, on pense qu'il y a vraiment un travail à faire d'un point de vue juridique. L'objectif, c'est de réaliser un contrat de performance énergétique robuste. Quand je dis robuste, tout simplement qui est utilisable dans la plupart des cas. L'idée, c'est aussi de mettre le maître d'ouvrage dans ce contrat. On sait bien que la partie comportementale a un impact, mais tout dépend aussi de comment on réalise les calculs. Et comme l'a dit Clément, comme l'a dit Elorm juste avant, on va devoir faire des choix avec les groupes de travail, des choix sur les modèles prédictifs des consommations d'énergie. Et donc ça, le CD2E ne pourra pas décider tout seul, c'est vraiment, encore une fois je le dis, mais on est vraiment dans une démarche partenariale. Donc on parle de PHPP, pourquoi pas, mais il y a d'autres outils également. Assister les entreprises partenaires, effectivement, dans le cadre de l'expérimentation, les entreprises qui auront des projets avec garantie, on aura une assistance juridique au cas où on aurait des écarts à identifier. Donc les écarts, on peut parler d'aléas, et c'est vrai qu'il y a un travail aussi
pour couvrir les aléas avec les compagnies d'assurance. Donc, on est déjà en contact avec certaines compagnies d'assurance, où l'idée, c'est c'est encore un sujet qui appartient à la R&D avec les assurances, et il y a vraiment un échange à construire avec les compagnies d'assurance sur ce point. Autre point important, c'est le suivi des consommations. Ce ne sera pas le CD2E qui réalisera le suivi de consommation, on aura un tiers extérieur qui sera vraiment là sans aucun parti pris pour valoriser les consommations des habitations qui seront expérimentées. Donc, comme je vous disais, des habitations expérimentées, on va identifier 30 projets en Hauts-de-France. Donc, ça sera recruté sur les critères de performance dont je pourrais vous donner. Il y a déjà des critères qu'on a définis et sur motivation, puisque l'idée, c'est quand même d'aller vers des rénovations globales où il y a à minima 4 corps d'État sur la performance énergétique mobilisée. Le but de cette expérimentation sur les 30 projets, c'est utiliser les expériences du processus mis en place justement pour venir nourrir l'offre garantie de performance. On a un travail aussi sur la mise en place d'assurance qualité. Quand vous avez une entreprise qui maîtrise tous les sujets, c'est assez simple, mais quand vous avez 4 entreprises ou 5 entreprises qui interviennent sur un même projet, il y a un travail de coordination, il y a un travail d'assurance qualité, de plan d'assurance qualité qui est à mettre en œuvre. Donc tout ça, c'est un travail à co-construire avec les entreprises partenaires. On aura un retour aussi grâce à ces projets sur les consommations réelles. On pourra également vérifier et tester le contrat de performance énergétique. L'objectif de ces 3 ans d'expérience, c'est de structurer un déploiement. Si elle est réussie, cette expérience permettra de créer un référentiel qui sera, c'est des travaux largement publics qui seront partagés au plus grand nombre, qui seront à destination essentiellement des territoires, puisque l'idée c'est de travailler avec les territoires, donc les collectivités territoriales, sur la mise en place d'une offre de garantie de performance qui mobilise à la fois les professionnels, mais qui mobilise aussi les maîtres d'ouvrage qui voudraient s'engager dans cette garantie. Donc, à l'issue de l'expérimentation, il y aura un référentiel qui sera à disposition, qui expliquera les clés de la réussite de la garantie de performance en Hauts-de-France. Voilà, et un travail très important également, et ça c'est l'identification et l'optimisation des coûts. C'est quand même très important puisqu'on va, dans l'idée du projet, c'est d'amener une maîtrise d'œuvre sur la performance énergétique chevronnée, qui est justement là pour vérifier à toutes les étapes l'efficacité des travaux réalisés. Et donc cette maîtrise d'œuvre qui n'est pas courante, il va falloir trouver un moyen de la positionner, trouver un moyen de la rémunérer. Donc c'est tout un travail d'identification et d'optimisation des coûts qui est à faire pendant cette expérimentation. Voilà, de manière très très pragmatique, on connaît bien les chantiers de rénovation, on sait comment ça fonctionne. Et on pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer, même avec des corps d'État séparés. Et on a la ferme ambition de réussir ce pari d'apporter une garantie au maître d'ouvrage. L'idée, c'est vraiment de rendre service au client final et d'avoir des travaux de rénovation qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Et puis, vous aurez l'ensemble de mes coordonnées aussi à l'issue de la présentation. Ok, merci beaucoup Maxence. Vous m'entendez? Oui. Ça va. Okay. Une petite question. Donc, si on est effectivement en région Hauts-de-France, comment on peut bénéficier de ce service? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Alors, à ce stade, le service est en cours de... on est en train de se déployer. On travaille en parallèle sur l'aspect juridique et l'aspect assurantiel. On a lancé un programme d'information auprès des conseillers FER et du service public de l'efficacité énergétique. Nous, CD2E, on ne travaillera pas directement avec les particuliers. L'idée, c'est de se rapprocher de son conseiller FER local
au niveau des guichets uniques ou des espaces info, anciennement espace info énergie, justement pour poser la question de si c'est disponible ou pas localement sur le territoire. Il est un peu tôt aujourd'hui pour bénéficier du service, mais quand on connaît les délais de décision pour mener à bien un projet de rénovation, ça vaut le coup dès aujourd'hui de se renseigner. Il n'y a pas de souci, on pourra déjà répondre aux différentes sollicitations et de voir comment on peut accompagner les projets. L'idée, c'est vraiment de démarrer un accompagnement en back-office. Nous, c'est des 2E avec les professionnels dès janvier 2021. D'accord, ok, très bien. J'ai juste une question encore. Dans justement le projet Apogée, quelle est la place que l'on accorde aux gestes et comportements dans l'usage d'une maison et de leur impact sur la consommation? Alors, pour tout vous dire, on n'est pas du tout... Alors, pour répondre à la question, le comportement, aujourd'hui, c'est pas un problème, dans le sens où on aura besoin, dans le cadre de ce projet, de bien connaître les occupants. Si on identifie le comportement des occupants et leur habitude de vie, on le prendra en compte dans les modèles de prédiction. Il ne s'agit pas d'imposer aux gens des modèles de vie. Et de faire comme ci, de faire comme ça. Voilà, c'est plutôt dites-nous comment vous vivez, on vous dira combien vous consommez, c'est plutôt ça. D'accord. On n'est pas du tout dans une obligation de comportement. D'accord. Ok. Bon, bah, vivement alors les résultats. Voilà. Il y a encore, il y a eu beaucoup de questions que l'on va inviter en fait les participants à donc soit vous reposer par mail, donc avec l'adresse mail que l'on va leur communiquer, ou de compiler et de leur répondre directement effectivement via ce chat. Merci beaucoup Monsieur France, merci Maxence, merci Hélène, merci Clément pour votre intervention. Ça a été vraiment très riche. Je pense que c'est un premier webinaire, mais qui, en tout cas, j'espère, parce qu'il y a eu pas mal d'interactions à ce niveau, mais qui va faire peut-être ressurgir d'autres webinaires sur le sujet, en tout cas. On sera à l'écoute et on relaiera si effectivement il y en a sur cette thématique du monitoring isolation. Un grand merci à vous d'avoir justement joué ce jeu du webinaire de notre côté, d'avoir répondu présent et de votre collaboration. Un grand merci à vous. Merci. Merci. Alors, en ce qui nous concerne, sachez que ce webinaire d'aujourd'hui sera relayé sur nos différents sites internet, autant sur celui de FAIRE que sur celui de Bâti C2 et également sur notre page YouTube que vous pouvez retrouver également sur notre site internet. Voilà, donc ça sera bientôt en ligne pour le revoir en replay autant de fois que vous le voulez. Nous allons faire une petite pause estivale et nous vous invitons à nous retrouver ce jeudi 27 août de 11h à midi. Et cette fois-ci, nous parlerons dans ce 5e jeudi du webinaire de l'auto-réhabilitation accompagnée, une nouvelle façon de vivre un projet de rénovation. Nous aurons le plaisir d'accueillir... Hop, voilà, en grand écran, c'est mieux. D'accueillir Madame Olivia Ruel-Malfait, donc qui est propriétaire et qui a rénové aussi de son côté son habitation et qui a fait appel à cet accompagnement. Nous aurons aussi le plaisir de recevoir Florent Hubot, président de Habiter une maison positive, Damien Magnier, chargé de développement et prévention de Toreana Habitat, et Franck Mathieu, coprésident de la FEDAC. Donc, comme je le disais, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos différents réseaux, que ce soit sur nos sites web, page Facebook ou page YouTube. Et je vous souhaite à tous, je pense avoir été dans les temps et d'avoir respecté tout le timing, et ça c'est chouette. Je vous retrouve prochainement et je vous souhaite une très belle journée à tous. Bonne journée, au revoir.